personne ne contestera qu'il y a des situations d'urgence ou dans lesquelles on peut imaginer qu'un gouvernement doive prendre des décisions rapidement. Mais si on est atteint un niveau de gravité de cet ordre, alors il n'est pas difficile de consulter directement la représentation nationale. Au moins, c'est ça la clé dans cette affaire. Au moment de l'épidémie de Covid, on a réussi quand même à réunir les parlementaires pour leur faire valider des décisions de l'exécutif. Bon, il y avait un état d'urgence, effectivement, mais le Parlement a quand même fait son travail. Donc, c'est pas impossible. Si c'est si grave, alors il est illusoire de dire que le Parlement ne peut pas se réunir en 48 heures ou que sais-je. C'est un nouvel outil juridique passé presque discrètement à l'Assemblée nationale, mais qui inquiète déjà une partie de la gauche. Les députés ont adopté, dans le cadre de l'actualisation de la loi de programmation militaire, la création d'un état d'alerte de sécurité nationale. Ce régime d'exception pourrait être déclenché par décret en Conseil des ministres en cas de menaces graves contre la sécurité du pays. Une fois activé, il permettrait au gouvernement de déroger à certaines règles de droit commun, notamment en matière d'urbanisme ou d'environnement, pour accélérer la construction d'infrastructures militaires, sanitaires ou industrielles. Le gouvernement assure qu'il ne s'agit pas de toucher aux libertés individuelles, mais de mieux préparer le pays à des crises majeures. Alors, simple outil d'efficacité en temps de crise ou nouveau régime d'exception dangereux pour l'état de droit? Pour en parler, nous recevons Aurélien Saint-Toul, député LFI des Hauts-de-Seine et membre de la Commission de la Défense nationale. Bonsoir Aurélien Saint-Toul, merci d'être avec nous en direct ce soir. J'aimerais prendre un peu votre première réaction à chaud. Qu'est-ce que ce vote dit, selon vous, de l'évolution de notre droit en matière de sécurité nationale? Est-ce qu'on vient de franchir un cap ? Je ne sais pas si on franchit un cap, parce qu'il est vrai que c'est un dispositif qui touchera les libertés individuelles de façon relativement marginale. Par exemple, si il devait être activé, cet état d'alerte de sécurité nationale permettrait de constituer des périmètres de sécurité, etc. Donc évidemment, ça veut dire qu'il y a bien des endroits qui seraient interdits aux particuliers, etc. Donc, mais s'agissant du fait qu'on a connu l'état d'urgence, qu'il est déjà rentré dans le droit ordinaire, etc., je ne voudrais pas dire qu'on franchit un cap, étant donné qu'en réalité, on est déjà dans une situation assez grave, compte tenu de ce qui s'est déjà passé. En revanche, il y a plein de problèmes qui sont posés par cet état d'alerte de sécurité nationale. Le premier, c'est de savoir quand est-ce qu'on y rentre. Qu'est-ce qui justifie que l'exécutif prenne un décret, le gouvernement prenne un décret qui dise, désormais, le droit ordinaire, s'agissant du droit de l'environnement, de l'urbanisme, etc., ne s'applique plus. La ministre a été incapable de nous le dire précisément. Donc on a fait une liste d'événements possibles en disant une attaque informatique sur un hôpital, est-ce que ça justifie? Ça justifie pas. Est-ce que le blocage du réseau ferroviaire, comme ça avait été le cas avant les Jeux Olympiques, ça justifierait ou ça justifierait pas, etc., etc. On a essayé d'en savoir plus. On n'a pas eu de réponse. À chaque fois, on nous a dit non, ça non, ça non. Alors, d'une certaine façon, une bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas, aujourd'hui, d'un claquement de doigts, basculer là-dedans. Et on a posé les questions précisément aussi pour permettre, le moment venu, si ça devait advenir, qu'il y ait des recours devant la justice administrative, le Conseil d'État, pour éventuellement faire abroger ou annuler les décrets. Donc, ça valait la peine de faire ça. Et maintenant, il y a un autre problème, c'est de savoir pourquoi il faut passer par un décret du gouvernement et pas par un vote d'une loi spéciale, d'une loi, en tout cas, de l'Assemblée nationale. Et là, c'est encore plus inquiétant parce que dans le débat, l'un des rapporteurs du texte nous a dit écoutez, il peut y avoir un fait qui justifierait qu'on passe à cet état d'alerte, mais que on ne le révèle pas pour des raisons de secret défense. Bon, on voit bien que passer dans un régime d'exception et dire que la représentation nationale pourrait ne pas être informée des raisons qui le justifient, ça nous fait basculer dans quelque chose qui est vraiment plus du tout la démocratie. Donc ça, c'est inquiétant. Voilà. Et puis, il y a une dernière question qui est celle de comment on en sort. Parmi les problèmes qu'on a soulevés, on avait dit il y a d'autres états d'exception qui existent dans le droit aujourd'hui. En général, s'il y a dissolution de l'Assemblée nationale, cet état d'exception est suspendu, ou en tout cas il s'éteint après 15 jours.
voilà, 15 jours après la dissolution. Là, ce n'était pas le cas. Or, parmi les scénarios qui sont mis sur la table, il y a l'idée que, en fait, ce seront des mesures que pourrait prendre un gouvernement pour permettre, par exemple, à une armée étrangère, alliée, pas ennemie évidemment, mais une armée étrangère alliée, de passer sur le territoire national, voire d'y stationner quelque temps. Donc, je donne le scénario. Vous avez quelque part une guerre en Europe. Nous voulons y contribuer d'une façon en aidant un partenaire. Ce partenaire en question lui-même a besoin de renforts. Ces renforts pourraient passer sur le territoire national. Et pour ce faire, le gouvernement dirait « Ah bah, vous comprenez, il faut des capacités d'accueil, il faut peut-être refaire tel ou tel pont, ou que sais-je. » Eh bien, nous ne demandons pas son avis à la représentation nationale. Nous prenons les dispositions nécessaires dans les 2 mois, et seulement après 2 mois, le Parlement pourrait s'exprimer. Évidemment, c'est du fait accompli. Aurélien Saint-Toul, j'aimerais qu'on aille du côté de l'Assemblée nationale où vous siégez et où nos reporters Andrei Manivit et Elisa Lapp ont interrogé plusieurs députés sur ce vote. Ils ont d'abord tendu le micro à Charles de Courson, qui est député du groupe Léotte, qui estime que le déclenchement de cet état d'alerte est suffisamment encadré par le texte, contrairement à ce que vous venez de dire. On va l'écouter. C'est totalement encadré. C'est pour permettre d'aller beaucoup plus vite si on a des constructions à faire, de déroger aux droits de l'urbanisme, etc. Je veux dire, pas de quoi de faire une révolution là-dessus. Les raisons pour le déclencher, elles ne sont pas un peu floues quand même Oui, mais il n'y a pas que les raisons pour le déclencher. Il y a à quoi ça sert. C'est très encadré par le texte, donc c'est peu de choses. Nos journalistes ont également interrogé la députée socialiste Anna Pic, qui estime au contraire que le cadre de cette loi reste encore trop flou. On nous dit oui, c'est un état d'alerte juste pour construire des rafales, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument ? Alors non, c'est pas un état d'alerte pour construire des rafales. D'ailleurs, je vois pas très bien comment ça pourrait être ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de précision sur l'accumulation des choses qui pourraient déclencher cet état d'alerte. C'est plutôt ça. On nous dit que c'est une situation moins grave que lorsqu'on déclenche l'état d'urgence. Et je rappelle quand même que l'état d'urgence a été souvent déclenché. Emmanuel Macron l'a déclenché, Sarkozy l'a déclenché aussi. Donc, ça, on connaît. On n'est pas toujours d'accord sur le pourquoi il a été déclenché. En général, malheureusement, c'est le fait qu'on ne sait pas comment gérer la colère provoquée par une action sur le territoire. Mais là, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas exactement quels sont les éléments qui peuvent déclencher cet état d'alerte. On comprend bien qu'effectivement, si on avait une attaque, par exemple, massive sur l'ensemble des infrastructures de santé de nos territoires numériques, on pourrait comprendre qu'il y ait des mesures qui soient prises. Mais est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça ? Est-ce que ça relève de l'article 16 ou est-ce que ça relève de cet état d'alerte ? En tout cas, ce qui aurait été pertinent, c'est que dans des délais beaucoup plus brefs, eh bien, nous puissions en discuter dans l'hémicycle, être informés non seulement des mesures qui sont mises en place, mais dans les grandes lignes du pourquoi celles-ci sont mises en place. Aurélien Saint-Toul, qu'est-ce que vous répondez à Charles de Courson quand il dit en substance que le texte est suffisamment encadré, et est-ce que vous partagez les inquiétudes d'Anna Pic sur le flou du dispositif ? On a commencé à en parler. Alors moi, j'ai plusieurs réponses à faire. D'abord, je ne sais pas si Charles de Courson a examiné ce texte en commission des lois, puisque la commission des lois s'est prononcée. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'était pas là en séance pour étudier le texte. Donc peut-être qu'il l'a étudié par ailleurs lui-même, mais il n'était pas là. Donc il ne nous a pas apporté des arguments pour nous expliquer que c'était bien cadré. Non, ça n'est pas bien cadré. Encore une fois, on ne sait pas exactement quel type d'événement pourrait susciter le déclenchement de cet état d'alerte. Le deuxième point, c'est que Anna Pic est inquiète, mais son groupe a voté pour. Justement, ils ont voté pour la loi. Donc c'est un peu ennuyeux aussi. Donc c'est qu'ils n'ont pas trouvé que c'était si grave que ça. Le troisième point, c'est qu'encore une fois, la question est simple. Personne ne contestera qu'il y a des situations d'urgence dans lesquelles on peut imaginer qu'un gouvernement doit prendre des décisions rapidement. Mais si on est atteint un niveau de gravité de cet ordre, alors il n'est pas difficile de consulter directement la représentation nationale. Au moins, c'est ça la clé dans cette affaire. Au moment de l'épidémie de Covid,
on a réussi quand même à réunir les parlementaires pour leur faire valider des décisions de l'exécutif. Bon, il y avait un état d'urgence, effectivement, mais le Parlement a quand même fait son travail. Donc c'est pas impossible. Si c'est si grave, alors il est illusoire de dire que le Parlement ne peut pas se réunir en 48 heures ou que sais-je. Selon vous, les socialistes ne se sont pas assez mobilisés sur cette question ? Ça les regarde. Moi, ce que je sais, c'est que j'étais contre, je me suis battu, j'ai défendu des amendements et aujourd'hui, j'ai voté contre. Voilà. Ce que je trouve un peu curieux, c'est de dire il y a un vrai problème, c'est un problème... À votre micro, comme on l'a entendu. Et derrière, de voter pour le texte. Il n'y a qu'un seul socialiste qui a voté contre le texte. Bon, manifestement, ils ont fait la part du feu. Les députés macronistes, eux, n'ont pas souhaité répondre à notre micro, ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions malgré les sollicitations de nos journalistes qui étaient sur place. Pourtant, c'est une loi qui est portée par le camp gouvernemental. Est-ce que ce silence vous étonne ? Non, ça ne m'étonne pas. Je pense que d'abord, ils vous méprisent parce que vous êtes un média de gauche et qu'ils l'affichent. Donc, je pense qu'ils doivent vous snobber plus d'une fois. Par ailleurs, ils ne sont pas... Sur d'autres sujets, quand même, ils nous répondent là. C'était particulièrement... Alors, dans ces cas-là, c'est encore plus inquiétant. Vous voyez qu'ils ne sont pas à l'aise dans leur basket. Ils ne savent pas justifier cette affaire-là. Parce que, encore une fois, soit ça ne sert à rien, parce qu'il y a des dispositifs, il y a des situations dans lesquelles il y aurait une espèce de consensus national et que dans ces cas-là, la représentation nationale ferait ce qu'elle a à faire, soit ça ouvre la porte à des dérives. Je ne dis pas, moi je l'ai dit en hémicycle, je n'accuse pas le gouvernement d'avoir un plan caché, de préparer un abus de pouvoir ou que sais-je. Par contre, notre travail en tant que législateur, c'est d'envisager toutes les circonstances, tous les pires. Et donc, on a donné cet exemple. Par exemple, si vous déclarez l'état d'urgence, eh bien, s'il y a dissolution de l'Assemblée nationale, pour éviter un coup d'État, l'état d'urgence s'éteint de lui-même après 15 jours après la dissolution. Bon, là, effectivement, ça ne donne pas des pouvoirs à l'exécutif, ça ne donne pas le pouvoir d'arrêter des personnes, de les mettre en prison ou des choses comme ça. Bien sûr que non. En revanche, ça donne un pouvoir très particulier qui est de créer des conditions d'accueil de troupes étrangères. Bon, ça veut dire que moi, j'ai donné ce scénario. Jour 1, déclaration de l'état d'urgence. Jour 2, 3, l'Assemblée nationale commence à protester et à dire on va faire passer une loi pour abroger cet état d'alerte de sécurité nationale. Jour 4, dissolution de l'Assemblée nationale. Vous avez, et dans ces cas-là, le gouvernement fait ce qu'il veut. Il installe je ne sais quelle puissance, je ne sais quelle armée étrangère en France en leur disant bah oui, vous pouvez passer parce qu'il y a un conflit à l'Est et vous allez ensuite y passer. Et entre les deux, l'Assemblée nationale ne se sera pas prononcée pendant plus d'1 mois et demi. Et on voit bien qu'après 1 mois et demi, on est dans une toute autre situation. Les élections amèneraient à se prononcer sur autre chose. Donc c'est cette idée du fait accompli qui pose problème. Après, il y a la nature même des autorisations qui sont données ou des pouvoirs qui sont donnés à l'exécutif. Charles de Courson le disait, c'est pas des choses, encore une fois, on va pas saisir les gens chez eux pour les jeter en prison, ça c'est clair. Mais en revanche, il est clair que on donne la possibilité de passer par-dessus le code de l'environnement, de mettre en œuvre certains projets qui pouvaient être de vieux projets d'une certaine façon et qui n'avaient pas de rapport avec la défense nationale, mais on pourra prendre le prétexte et dire, si en fait la défense nationale exige ceci ou cela. J'ai posé la question par exemple, imaginez vous avez une attaque informatique de grande ampleur, je ne sais où, on a ce déclenchement de cet état d'alerte. Est-ce que ça va permettre au gouvernement d'accélérer les travaux sur la 69 ? C'est pour montrer que là, il y a un problème sur le fond. Qu'est-ce qui va prouver que telle ou telle décision est bien en rapport avec les besoins de la sécurité nationale ou de la défense nationale ? Bon, pas grand-chose, parce que le débat n'a pas été complet de ce point de vue-là. Le gouvernement ne nous a pas donné d'explication. Il nous a juste dit « non, ça on le fera pas ». Qu'est-ce qui nous prouve que ça n'arriverait pas avec un autre gouvernement dans d'autres circonstances ? Et quel recours, justement, les députés pourraient avoir face au vote de cette loi ? On verra au moment de l'adoption du texte final s'il faut en passer par le Conseil constitutionnel pour déférer ces mesures-là. Et puis, il y a le dernier point qui est celui du contentieux administratif devant le Conseil d'État. Le jour où, éventuellement, la question se poserait, c'est aussi le sens de notre bataille, parce que le juge administratif se reporte quand même au débat parlementaire pour savoir quel est l'esprit de la loi, quand parfois il doit en juger. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on a fait pas mal durer le débat sur ce sujet. Donc, la question du Conseil constitutionnel est sur la table. On verra si on soumet le texte dans quelques semaines.
Merci Aurélien Saint-Toul d'avoir été avec nous sur ce plateau et merci de nous avoir éclairé sur cette loi. Merci.